Bonsoir à tous, bienvenue. L'essentiel de l'actualité de la semaine, c'est dans BBC Hebdo. Voici les titres. Anatomie d'une tuerie au Cameroun, acte 2. Dans cette édition, la suite de l'enquête de Africa Eye, le service d'investigation de la BBC. Au Nigeria, Muhammadu Buhari a été investi pour un second mandat. Il doit faire ses preuves dans la lutte contre la corruption, l'insécurité et le chômage. Et nous irons à Bambali au Sénégal, un village qui vibre à chaque match de l'enfant prodige Sadio Mané, devenu joueur vedette du club anglais de Liverpool. Je vous le disais en titre, 3 mois après l'élection présidentielle, Muhammadu Buhari entame son second mandat à la tête du Nigeria. Il a été investi mercredi à Abuja pour 4 ans, au cours d'une cérémonie sobre et très brève, sans discours ni présence de chef d'État étranger. Réélu en février avec près de 56% des suffrages, Muhammadu Buhari a réaffirmé sa priorité, lutter contre la corruption. Mais l'un des principaux enjeux des élections de cette année était le chômage. Le président avait promis de créer des emplois lorsqu'il a été élu pour la première fois en 2015. Mais 4 ans plus tard, le taux de chômage a presque triplé. Alors, que s'est-il passé? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondante au Nigeria, Maïni Jones, qui s'est rendue à Port Harcourt, la ville la plus touchée par le chômage. Regardez. Selon les statistiques, l'État de Rivers est l'un des plus grands producteurs de pétrole du Nigeria. La réalité est tout autre. Chaque jour, des chômeurs viennent dans ce carrefour de la capitale Port Harcourt à la recherche d'un travail. La plupart du temps, ils repartent déçus. Parfois, en une semaine, vous arrivez à trouver un petit boulot, mais malheureusement, l'argent que vous aurez gagné ne sera pas suffisant. Ma mère vieillit et mon père aussi. C'est à moi de prendre soin d'eux. Si je n'ai pas d'argent, ils vont mourir et me quitter. Je ne peux pas mentir. J'ai des enfants qui doivent aller à l'école, mais pas d'argent pour payer les frais de scolarité. Pas d'argent pour le transport. Je n'en ai pas. Le Nigeria, c'est seulement la corruption et la corruption. Ce mois-ci, on ne m'a appelé pour aller travailler qu'une seule fois. Ils sont nombreux à se tourner vers l'agriculture, le secteur qui emploie le plus dans l'État de Rivers. Mais même ceux qui réussissent à s'inscrire dans l'un des rares programmes de formation du gouvernement craignent de ne pas pouvoir trouver du travail par la suite. C'est difficile, parce que nous sommes tous allés à l'école en espérant que demain nous pourrions travailler quelque part et gagner de l'argent afin de rendre notre famille fière. Mais au bout du compte, vous ne trouvez rien. Vous restez à la maison sans rien faire. Vous vous sentez tellement mal. Certains de mes amis avec qui j'ai étudié sont au chômage. Je les vois errer dans les rues. Ces difficultés ne sont pas propres à Port Harcourt. On les retrouve à travers tout le pays. Malgré la réélection du président Buhari, les observateurs retiennent que le taux de participation était faible. Beaucoup de jeunes sont mécontents de l'incapacité de l'administration Buhari à fournir des emplois à la population en pleine expansion du Nigeria. Les analystes estiment que le Nigeria doit diversifier son économie. Parmi eux, le professeur Oke Onukchukwu de la Port Harcourt Business School. Vous savez que nous ne dépendons que du pétrole. Nos raffineries ne fonctionnent pas. Vous voyez donc que ce type d'économie ne peut pas croître et ne peut pas créer d'emplois. Au cours des 2 dernières années, l'économie du Nigeria a augmenté que de 2%. Mais selon les analystes, il faudrait au moins 6% chaque année pour réduire le chômage chez les jeunes. Le gouvernement fait maintenant face à une lutte acharnée pour contenir une crise qui ne semble pas sur le point de s'arrêter. L'an dernier, BBC Africa Eye a mené des investigations sur une vidéo devenue virale. Elle montrait un groupe de femmes et d'enfants, les yeux bandés, qui étaient abattus dans un lieu inconnu au Cameroun. Le gouvernement camerounais l'avait qualifié de fake news, mais nos enquêteurs de BBC Africa Eye ont pu découvrir où elle s'était produite et qui en étaient les auteurs. Attention, ce reportage contient des scènes choquantes. Pierre-Antoine Denis. Voilà le caporal-chef, Chocho, et c'est Seignon. En juillet 2018, une horrible vidéo a circulé sur les réseaux sociaux de 2 femmes et 2 jeunes enfants conduits vers la mort. Ils ont été accusés d'appartenir au groupe djihadiste Boko Haram. À la fin du clip, les prisonniers avaient les yeux bandés et ont été fusillés 22 fois. Le gouvernement camerounais a d'abord nié tout lien, qualifiant la vidéo de fake news. Mais Africa Eye a repéré des indices dans la vidéo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 34 35 66 67 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 78 29 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 44 45 46 47 48
On regarde ce truc et on reconnaît instantanément des indices à l'arrière-plan. Ce village, cette montagne, on doit pouvoir la retrouver. À l'aide d'outils en ligne, d'images, de paysages et d'images satellitaires, Africa Eye a pu retrouver l'endroit où la vidéo a été tournée. Les 40 premières secondes du film capturent une chaîne de montagnes avec un profil distinctif. Nous avons trouvé une correspondance pour la ligne de crête près de la ville de Zélévet, dans le nord du Cameroun. Plaçant l'atrocité en 2015, juste devant un village appelé Krawamafa. Le calcul de l'angle du soleil a permis de déterminer la date de l'événement entre le 20 mars et le 5 avril 2015. Notre analyse de photos a également permis de découvrir que l'une des armes dans cette vidéo a été utilisée par certaines unités de l'armée camerounaise. En août 2018, le gouvernement a donc changé de position. Le ministre de la Communication, Issa Bakari, a annoncé que 7 membres de l'armée avaient été arrêtés. Les résultats de l'enquête ont fait la une des journaux du monde entier. Que s'est-il passé ensuite? Le film a été utilisé comme preuve clé dans une résolution du Parlement européen condamnant les violations des droits de l'homme au Cameroun. Assieds-toi. Mon petit, ça nous fait mal, mais t'es pas... Ce qui m'a le plus étonné, c'est comment la recherche pour voir où cela s'est passé a été menée. Dès que l'on a pu voir toutes ces preuves, nous avons commencé à agir pour qu'ils fassent ce qu'il faut. En février 2019, les États-Unis ont retiré plus de 17 millions de dollars américains d'aide à la sécurité au Cameroun, étant préoccupés par les violations des droits humains dans le pays. Le fil d'actualité Twitter de l'anatomie d'une tuerie a été vu plus de 15 millions de fois, recevant plus de 50 000 retweets. Les autorités disent que leurs enquêtes sont en cours. 7 soldats ont été arrêtés et désarmés. Ils font actuellement l'objet d'une enquête. Je peux vous confirmer qu'ils sont tous les 7 en prison. Ils ont insisté pour que les soldats reçoivent la présomption d'innocence. Et aucun procès équitable à proprement dit n'a encore eu lieu pour les 2 femmes tuées en dehors de Zélévet, ainsi que les enfants qui sont morts avec elles. La dépouille d'Étienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles le 1er février 2017, est arrivée à Kinshasa jeudi soir. L'ancien Premier ministre est une figure de l'histoire du Congo. Son fils et chef de l'État menait la délégation présente à l'aéroport. 3 jours de funérailles et d'hommages populaires ont eu lieu de l'arrivée du corps jusqu'à l'inhumation samedi. Pendant plus de 2 ans, la famille Tshisekedi n'a pu enterrer son patriarche, décédé à 84 ans, faute d'accord avec l'ancien régime du président Joseph Kabila, sur le rapatriement du corps et l'organisation des obsèques. C'est vraiment une soirée inoubliable pour nous autres, pour la jeunesse congolaise. Nous avons vraiment beaucoup aimé le papa Étienne Tshisekedi et sa lutte. Un homme qui a lutté pour le pays, pour le bien-être du pays. Aujourd'hui, on a une démocratie. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour célébrer, non pour plairer, mais pour célébrer une lutte. Le reste de l'actu africaine de la semaine, en bref et en images. Depuis jeudi, l'Afrique du Sud a un nouveau gouvernement. Pour la première fois dans l'histoire du pays, il respecte la parité homme-femme avec 50% de femmes ministres. Le président Ramaphosa a aussi réduit le nombre de ministres qui passe de 36 à 28. Cependant, les poids lourds de l'ancien gouvernement ont été maintenus à leur poste. Au Malawi, Peter Mutharika a prêté serment mardi pour un second mandat. Des milliers de ses partisans ont assisté à la cérémonie de la capitale économique Blantyre. Peter Mutharika a remporté l'élection avec 38,5% des voix, battant ses 6 adversaires. L'opposition a dénoncé des fraudes et des irrégularités. Plus de 800 000 personnes seront vaccinées contre le choléra dans le Nord Kivu, à l'est de la RDC. 10 000 cas ont été recensés, dont plus de 240 décès. La République démocratique du Congo est déjà fortement touchée par Ebola et la rougeole. Culture, à présent, la 72e édition du Festival de Cannes s'est achevée par la victoire de 2 cinéastes d'origine africaine. La franco-sénégalaise Mati Diop, qui a remporté le Grand Prix du jury pour son film Atlantique, et Ladjli, d'origine malienne, qui est reparti de Cannes avec le prix du jury pour Les Misérables. Atlantique est le premier long métrage de Mati Diop. Après ses premiers pas au cinéma en tant qu'actrice, notamment dans le film 35 Roms de Claire Denis, Mati Diop rentre donc dans la cour des grands en tant que réalisatrice. Voici les réactions des 2 réalisateurs.
Il y a quand même vraiment du temps à se consolider. L'écriture a duré 3 ans. Le tournage a été quand même vraiment costaud. Le montage a duré longtemps aussi. C'est un film monde, quoi. C'est vraiment une aventure humaine, artistique, de travail très riche, très longue, pas facile du tout. Et du coup, c'est un bonheur de recevoir autant de retours, et puis des retours très directs, des retours, je sens que ça a touché le cœur des gens, en tout cas ceux qui viennent m'en parler. Et j'en suis profondément heureuse. On a été surpris, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un accueil aussi énorme. C'est vrai que c'était, je disais la presse, c'était l'onde de choc sur la croisette et tout, et clairement je ne m'attendais pas à ça. Ne serait-ce que d'être en compète, c'est énorme. Enfin, à aucun moment je me suis dit que je serais en compétition officielle. Donc oui, on est content, on est fiers, c'est une belle aventure. L'attaquant de Liverpool, le Sénégalais Sadio Mané, n'a pas défilé sur le tapis rouge du Festival de Cannes, mais c'est tout comme. Chaque fois qu'il joue un match, le temps s'arrête à Bambali, son village natal. Les voisins se réunissent dans la maison des proches du joueur pour l'encourager. Et cette fierté prend tout son sens lorsque l'on voit les travaux entrepris par Sadio Mané sur place. Reportage de Babacar Diarra. Voici l'axe qu'emprunte Sadio Mané à chaque fois qu'il rentre dans son village natal de Bambali. Comme vous le voyez, c'est une route en latérite accidentée que l'État tarde à goudronner. Les gens au village espèrent que la star de Liverpool va la rénover avec son propre argent. Aujourd'hui, dans la maison natale, c'est jour de match pour la famille Mané et le voisinage. Sadio Mané a une infime chance de remporter le titre de champion d'Angleterre avec Liverpool. Et il ne déçoit pas en marquant dès la 17e minute. Deux personnes manquent à l'appel dans la salle, les deux parents de Sadio Mané, rarement devant l'écran lors de ses matchs. Direction la mosquée juste après l'école primaire. C'est ça la mosquée. Financer ça, mais c'est pas bien fait. Il va reprendre encore. Il n'était pas satisfait des travaux. Il n'est pas satisfait des travaux. Sur place, on y retrouve El Hadj Talibo Mané, le père de Sadio. Pour lui, l'attaquant de Liverpool est bien plus qu'un footballeur. Qu'est-ce qui vous rend fier chez lui? Il travaille pour tous. Il travaille pour les musulmans. Tout ça, oui. Il n'a pas oublié sa ville. Non, il n'a pas oublié. S'il vient ici, il se met simple, au même titre que les gens de Bambali. Au même niveau. Au même niveau que les gens de Bambali. Il ne vient pas en baisse ici. Ça ne rentre jamais en baisse ici. Et tout le village lui rend cet amour. C'est notre idole. Même les petits-enfants, quand ils commencent à jouer, ils se nomment, c'est moi Sadio Mané, Sadio Mané. Donc son nom est partout. Bon, les gens s'identifient à lui. Oui. Ces enfants sont plus que jamais les héritiers de Sadio Mané à Bambali. Un peu plus loin, cette clôture abrite le lycée de son enfance. Grâce à la rénovation financée par ses soins, les huttes font désormais place à de vraies salles de classe. Et quand il fait des cours, c'est pas pour aller autre chose. Il se rappelle que c'était le ballon. Je les vois en train de jouer, même si avec les petits gosses, il joue avec eux. Et cela, ça les poussait même à fuir des cours. Et quand il fuyait des cours, c'était pour le football. Tous ces sacrifices ne sont pas encore matérialisés par des titres depuis son arrivée en Angleterre, mais les proches restent convaincus que le meilleur va arriver. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive, disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour commenter l'actualité et communiquer avec la rédaction sur tous les grands thèmes d'actualité qui vous préoccupent. BBC Afrique est aussi sur Twitter, Instagram et YouTube. Et bien sûr en radio sur la bande FM de toutes les villes d'Afrique francophone. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous suivent sur DTV au Sénégal. Bonne soirée à tous.